Réveillez-vous, informez-vous avec Pierre de Villeneuve sur Europe 1. 8h34, la carte blanche de Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ce matin, vous souhaitez revenir sur les violences d'ultra-gauche hier lors des manifestations du 1er mai. Oui, cher Pierre, difficile de faire autrement. Car ces violences qui toujours reviennent, toujours nous surprennent. Ou du moins surprennent le commentariat, et plus encore le commentariat de gauche, qui s'étonne que des casseurs et autres voyous qui s'en prennent à la République ne soient pas des brutes néofascistes, mais des encagoulés d'ultra-gauche. À la rigueur, et pour rester dans son schème de pensée, le commentariat les appelle les fascistes de gauche. Mais cette fois, les images ont rendu difficile le détournement de regard. Des policiers sont attaqués, des pompiers aussi. Oui, des pompiers. Il faudrait être un crétin malfaisant et probablement un crétin haineux pour attaquer un pompier. Et pourtant, dans l'esprit de ces militants, tout cela se tient. Car nous ne sommes pas devant de simples casseurs, emportés par le mouvement de la foule et goûtant la singulière ivresse de la violence. Nous sommes devant une milice d'ultra-gauche internationale qui fait de son affrontement ritualisé avec les représentants de l'État, un peu partout en Occident, le cœur de son engagement. En fait, nous sommes devant de vrais parasites politiques. Je m'explique. L'ultra-gauche sait très bien qu'elle n'a pas les moyens de déclencher la révolution à laquelle elle rêve et qui la fait fantasmer. Laissée à ses maigres troupes, elle ne peut pas faire grand-chose, sinon mettre en scène son impuissance. C'est pourquoi elle se glisse dans les manifestations et autres contestations sociales légitimes, en espérant les détourner à son avantage, en les poussant aux extrêmes, en créant des débordements, en pratiquant le vandalisme au nom de l'anticapitalisme. Dès lors, chaque manifestation risque de dégénérer, pour peu que les milices d'ultra-gauche s'en mêlent, et cela au grand désarroi des honnêtes citoyens qui voulaient manifester dans l'ordre sans s'adonner à la castagne. Mais alors, quelle vision du monde anime ces miliciens, comme vous les appelez ? Alors, elle est simple, trop simple. Pour les Black Blocs, la société occidentale serait fondée sur une violence fasciste dissimulée derrière un ordre institutionnel ayant les apparences de la légitimité libérale. Ces années-ci, le lexique s'est mis à jour. On parle plutôt d'une violence hétérosexiste, raciste, spéciste, écocidaire et patriarcale. Mais on l'aura compris, la logique demeure la même. Le commun des mortels, par l'égalisme, s'y rallierait et même s'y soumettrait, profondément aliéné à la manière d'un peuple zombie, mort-vivant, qui ne pourrait sortir de son coma qu'à travers un choc violent. On entre alors au cœur d'une stratégie révolutionnaire. L'objectif, affronter directement les forces publiques, violemment, et les pousser à un excès répressif qui pourrait révolter la population et la conduire à la révolte en l'obligeant à prendre son camp. Pour les théoriciens de la violence révolutionnaire, un jour viendra où l'ordre fasciste, comme ils disent, se dévoilera derrière son masque libéral et provoquera alors un électrochoc dans une population qui s'engagera dans une dynamique irréversible, celle de la guerre civile. Au terme de grands tourments et de grandes purges, une société nouvelle en naîtra, une société délivrée du mal. Je note une chose de plus. Ces courants qui se réclament de la démocratie radicale, qu'ils nomment l'autonomie, sont animés paradoxalement par une forme d'aristocratisme d'ultra-gauche. Dans un monde qu'ils jugent endormi, ces jeunes fanatiques se prennent pour l'élite militante, formée selon les codes de la clandestinité et de l'action directe. Ils se donnent le droit à la violence et se moquent des pudeurs bourgeoises, poussant à préférer la conversation civique à l'agression physique. Et je devine maintenant la question, qui se cache derrière ces cagoules? On y trouve à la fois des jeunes bourgeois fanatisés, mais surtout le lumpen prolétariat de la modernité avancée, où se croisent des individus psychiquement désaxés, socialement ravagés, qui trouvent dans l'agressivité sociale un exutoire à leur mal-être. Et à travers une rhétorique antifasciste, ils trouvent une forme de promotion symbolique. Voyons aussi dans leur engagement de ne pas refouler des sociétés démocratiques, nous ne parvenons tout simplement pas à comprendre qu'il existe dans nos sociétés des types de personnalités qui n'acceptent pas la pacification des rapports sociaux et qui jugent que la parole démocratique est un signe de faiblesse. Pour eux, seule la violence serait authentique. En temps de paix, ces agités trouvent peu d'écho, mais dans une époque agitée, ils croient leur heure venue. Jean-Luc Mélenchon affirmait hier que la préfecture de police était au courant de tout et a laissé faire les violences pour discréditer les manifestants. Oui, on connaît ce discours par cœur. C'est ce qu'on pourrait appeler le complotisme du père Mélenchon, qui s'est déjà imaginé il y a quelques années que le système avait provoqué l'affaire Mera quelques semaines avant la présidentielle de 2012 pour provoquer une colère vengeresse contre les musulmans. De même, il n'est pas loin de suggérer ici que les autorités cherchent à précipiter les événements alors que les hommes et les femmes qui portent l'uniforme cherchent à défendre, protéger et sauver les Français. Mais nous le savons, le système médiatique ne lui en tiendra pas rigueur. Il faudrait pourtant le dire, l'ultra-gauche et l'extrême-gauche, s'il faut les distinguer, représentent aujourd'hui une menace réelle à la démocratie, même si elle n'est jamais vraiment nommée et ne vaudra jamais le moindre front républicain, trop occupé à chasser les fantômes de notre temps. Merci Mathieu Bock-Côté pour votre carte blanche ce matin à 8h39. Bientôt dans un instant l'information et les débats d'Europe 1. À tout de suite.